Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui concernant l'assurance corporative au décès. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, c'est Corinne Sauvé-Boulay. Je suis gestionnaire de portefeuille et planificatrice financière dans l'équipe d'Emos Gestion de patrimoine familial et nous travaillons au sein de Raymond James. Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai mon collègue Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour tout le monde. Jordan qui est conseiller en sécurité financière dans notre équipe également. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous Annie Bélanger. Bonjour Annie, Bonjour tout le monde. qui fera la présentation aujourd'hui. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais faire quelques rappels. Premièrement, on aimerait beaucoup que si vous pouviez poser des questions. Donc, on vous encourage là, à poser des questions en utilisant la petite boîte au bas de votre écran. Donc, simplement tapez vos questions, elles sont anonymes et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Puis sinon, on va aussi essayer d'avoir une période de questions à la fin, là, si jamais vous avez plus de questions. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que le webinaire va être enregistré. Donc, nous allons partager l'enregistrement du webinaire là, dans les prochaines semaines si vous voulez le réécouter ou le partager avec des gens de votre entourage là, que ça pourrait intéresser. Alors, voilà, je laisse la parole à Annie. Merci beaucoup, Corinne. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des raisons qui font que les gens fortunés souscrivent une assurance vie. Euh, je vais me présenter rapidement, juste pour faire une mise en contexte. Alors, j'ai plus de 35 années d'expérience dans l'industrie de l'assurance et j'ai passé les 25 dernières années à aider des clients fortunés, des gens en affaires, des professionnels, à structurer financier leur structure corporative pour minimiser les impôts au décès et du vivant. Alors, on crée toujours des solutions personnalisées qui font en sorte qu'on paye le moins d'impôts possible parce que je pense pas qu'on va avoir le gouvernement comme bénéficiaire si c'est pas nécessaire. Alors, pourquoi les gens fortunés souscrivent une assurance vie? Euh, on pense souvent que quand on est indépendant de fortune, que l'assurance vie n'est plus nécessaire parce que traditionnellement, on voit l'assurance comme un moyen de régler des dettes, de soutenir la famille s'il arrive un décès prématuré puis qu'on n'a pas les ressources pour le faire. C'est vrai, mais on va apprendre que c'est aussi un outil de planification fiscale extraordinaire parce que si on ne planifie rien, l'impôt au décès va représenter un pourcentage extraordinairement élevé de la succession. Alors, dans notre système d'impôt canadien, on a ce qu'on appelle une disposition présumée de nos actifs immédiatement avant le décès. Mais ce que les gens ignorent, c'est que si on n'a pas mis en place les bonnes structures et les bons produits, le même argent va être imposé jusqu'à 3 fois. Puis ça a surtout ça a un impact sur les actions d'une société privée canadienne qu'on peut détenir. Alors, c'est évident que si on n'a pas planifié correctement, puis que le même argent va être imposé 3 fois dans tous les mécanismes impliqués au moment du décès, bien, ça va réduire significativement ce qu'on va laisser à nos héritiers. Alors, le gouvernement va devenir souvent le principal bénéficiaire de notre succession et ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaitait au départ. Alors, c'est important de prendre connaissance de ces notions-là pour être en mesure de planifier adéquatement. En plus, comme on le sait tous, le dernier budget fédéral est venu augmenter le taux d'inclusion du gain en capital pour les particuliers et pour les sociétés. Alors, pour les particuliers, ce que le budget est venu dire, c'est que le premier 250 000 de gain en capital est toujours inclusible à 50 et si notre gain excède 250 000, l'excédent va être inclus à 66,2% pour les particuliers. Si les biens sont détenus par une société ou une fiducie,
Le taux d'inclusion est à 66,2 dès le premier dollar. Donc, on n'a même plus le bénéfice du premier 250 000. Et pour préciser, ce 250 000-là au niveau des particuliers, c'est par personne et par année. Donc, si on reçoit des dividendes en capital à chaque année, ben, chaque année, le premier 250 000 est inclus à 50 et l'excédent à 66. Mais pour les sociétés, les fiducies, je le répète, c'est 66,2 dès le premier dollar. Donc, notre crédit au compte de dividendes en capital dans une compagnie est maintenant 33 au lieu de 50. Je vous donne un exemple. Alors, vous avez une compagnie de gestion qui détient un immeuble. Elle vend l'immeuble et elle fait un gain en capital de 1 million. 50 du gain en capital auparavant était admissible au compte de dividendes en capital. Donc, on pouvait le sortir libre d'impôt et l'amener dans les mains du propriétaire de l'entreprise sans impact. Aujourd'hui, depuis le dernier budget, donc sur notre million de gains en capital, il y a seulement que 333 000 qui va pouvoir sortir libre d'impôt et le 666 000 restant va être imposé à un taux de 50 dans la compagnie. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne comme impact sur une planification successorale et quelle sera la facture d'impôt qui va en découler. Je pense que le plus simple, c'est de prendre une étude de cas. Alors, on va regarder comment l'impôt peut être appliqué 3 fois au décès d'un entrepreneur. Alors, je vous présente Bob. Bob a 60 ans. C'est un entrepreneur à succès. Il est divorcé. Il a 2 enfants majeurs. Puis, il détient les actions d'une société de portefeuille qu'on dit une gestion, dont la valeur marchande est de 5 100 000 $. La gestion, quant à elle, détient un portefeuille de placement des actions cotées en bourse qui a un coût de base rajusté de 3 100 000 $ et une juste valeur marchande actuelle de 5 100 000 $. Alors, Bob désire laisser ses biens à ses 2 enfants en part égale. Et évidemment, au décès, il va être imposé au taux marginal maximum. Au Québec, on parle de 53,31 %. Alors, quand on se lance en affaires, habituellement, ça commence simplement par la création d'une société qu'on dit opérante. Alors, une société opérante, c'est une société qui génère du revenu d'entreprise. Ça peut être la vente de biens, ça peut être des services, ça peut être n'importe quoi que vous pouvez imaginer. Alors, on crée une nouvelle société, on l'appelle l'OPCO, et puis on a je m'excuse, là, il y a un petit bug de traduction. Alors, les actions ordinaires sont émises en faveur de Bob, puis son coût de base sur ces actions-là va être de 100 $. Parce que au moment de la création, il n'y a pas de valeur dans l'entreprise. On n'a pas commencé à faire des revenus, donc les actions valent 100 $. Au fil des années, ça va bien. On est en croissance. On commence à faire de l'argent et on commence à avoir des bénéfices excédentaires qu'on ne dépense pas. Alors, c'est dans ce temps-là que le comptable va arriver, il va dire, Bob, là, c'est le temps de créer une gestion parce que tout l'argent qui est dans la compagnie opérante, si on ne s'en sert pas pour créer du revenu d'entreprise, ça va nuire à l'admissibilité, à l'exemption de gain en capital lorsqu'on va vendre l'entreprise. Alors, pour avoir l'exemption de gain en capital, il y a des critères. Les 2 critères principaux, c'est de détenir les actions depuis au moins 2 ans et il faut que 90 des actifs de la société soient utilisés pour générer du revenu d'entreprise. Donc, si on a des profits non utilisés puis qu'on a un compte de placement de 300 000 400 000 dans une société opérante, puis qu'on n'a pas besoin pour opérer, là, on ne parle pas de l'encaisse normale, on parle vraiment d'un placement passif, bien ça va venir, ce qu'on appelle contaminer l'entreprise pour avoir droit à l'exemption de gain en capital. Fait que ça, c'est la raison numéro 1 pourquoi le comptable va recommander de créer une gestion. La deuxième raison, c'est que si on vend l'entreprise,
ben, l'acheteur, il ne voudra pas acheter les placements qu'il y a dans l'entreprise. Alors, il faut trouver un endroit où les déplacer sans créer d'événements fiscal pour Bob. Et troisièmement, ben, c'est aussi un mécanisme de protection d'actifs. Si l'opérant se fait poursuivre pour une raison ou pour une autre et qu'il y a beaucoup de liquidités dans l'entreprise, ben, ces placements-là ne seront pas protégés, puis ils peuvent être saisis advenant un problème au niveau d'une poursuite quelconque. Alors, on va créer la gestion. La gestion va détenir les nouvelles actions ordinaires de l'opérant et on va transformer les actions détenues par Bob en actions privilégiées et il va aussi recevoir des actions ordinaires de la nouvelle gestion. Et tout ça, ça va nous permettre de transférer les sous qu'il y a dans OPCO et les amener dans la gestion. On va présumer ici que Bob va faire cette opération-là au moment où son opérante vaut 1 250 000. Comme ça, il va être en mesure d'aller chercher son exemption de gain en capital. Et toute la plus-value future, c'est la gestion qui va la détenir pour être en mesure de mieux planifier plus tard pour les opérations au niveau de la fiscalité pour réduire le plus possible l'imposition. Annie, j'ajouterais peut-être aussi, là, quand on dit qu'on transfère l'argent de la OPCO vers la GESCO, donc il n'y a pas d'impact fiscal là, dans ces transferts-là. Merci de l'ajouter. C'est vrai. Alors, en autant que la gestion détient au moins 10 des actions de l'opérante, on peut faire ce qu'on appelle un dividende intercorporatif où il n'y a pas d'impôt payable. Donc, on se retrouve avec un placement qui a été imposé au petit taux des compagnies et qui va ensuite croître à l'intérieur de la compagnie de gestion et Bob n'aura pas à payer d'impôts pour ça. Si on n'a pas la gestion puis qu'on veut sortir les placements de l'opérant, pour toutes les raisons que j'ai nommées tantôt, ben, il faudrait verser un dividende imposable à Bob et on parlerait d'un taux d'impôt de 48 sur ce dividende-là, parce que c'est clair que ça laisse beaucoup moins d'argent disponible pour investissement. C'est le raisonnement derrière la mise en place des sociétés de gestion. Alors là, on arrive à l'étape où Bob il dit, j'ai un acheteur, je suis prête à prendre ma retraite, je veux vendre mon opérant. Alors, comment ça va se passer? Alors, on va présumer qu'il vend son opérant pour 3 millions. Lui, il a déjà son premier 1 250 000 qui a été pris avec l'exonération de gain en capital et l'excédent va aller dans la gestion qui va payer son impôt et à la fin de la journée, il va nous rester simplement que cette structure-ci avec les profits de la vente de l'entreprise. Maintenant, quelles seraient les conséquences si Bob décède demain matin? Alors, j'en ai parlé au début, sans aucune planification, les biens de Bob risquent d'être imposés 3 fois. Alors, on le dit, la loi de l'impôt dit au décès, on est présumé avoir disposé de tous nos biens à la juste valeur marchande immédiatement avant le décès. Alors, il y a un gain de capital qui va être réalisé. On va voir le calcul, comment c'est pas si simple que ça. Alors, le premier niveau d'impôt, c'est sur la déclaration finale du défunt. On a notre fameuse disposition présumée. On l'a dit tantôt, au moment du défunt, ça vaut 5 100 000, 5 100 pardon. On a un coût de base de 100 fait que vous voyez mon 100 d'où il venait. On a un gain capital de 5 millions. Alors, comme c'est sur la déclaration personnelle du défunt, le premier 250 000 va être inclus à 50 et l'excédent va être inclus à 66 et 2 tiers, ce qui fait un total de gain en capital imposable de 3 291 825. Si on présume le taux d'impôt à 53,31 Bob devra payer 1 750 872 d'impôts sur la disposition de ses actions de la société de gestion. Le problème, c'est que
l'argent est dans la gestion. Alors, on doit aller le chercher dans la compagnie pour pouvoir être en mesure de payer ça au niveau personnel. Alors, la gestion va liquider son portefeuille. On va présumer qu'on va liquider au complet parce que les enfants veulent avoir l'argent. Donc, on va liquider le portefeuille qui vaut lui aussi 5 millions 100 dollars. Avec un coût de base de 3 millions 100 dollars, on va réaliser un gain en capital à l'intérieur de l'entreprise de 2 millions. On l'a dit tantôt, dans les sociétés, les gains en capital sont imposables à 66,2. Donc, il va y avoir 1 334 000 imposables et le taux marginal de la société est 50,17 dès le premier dollar. Alors, dans une société, les revenus de placement sont imposés à 50,17 et dès le premier dollar. Il n'y a pas de taux gradué comme pour un individu. Alors, la gestion va payer 668 000 en impôts. Et il va aussi y avoir un crédit au compte de dividendes en capital de 666 000. Donc, c'est la portion ici, là, le 66 est imposable et l'écart, le 666 000, lui, va pouvoir sortir libre d'impôt. Normalement, on a ce qu'on appelle de l'impôt en mer remboursable à titre de dividende, l'IMRTD, qui va venir apporter un crédit pour atténuer cette facture d'impôt-là. Là, je ne l'ai pas calculé ici par souci de simplicité, mais il y a une espèce de mécanisme qui vient essayer d'égaliser pour pas qu'il y ait de la double imposition, mais pour les fins de la présentation, là, je ne l'ai pas calculé. Alors, fait que ça, c'était notre deuxième niveau d'imposition. Maintenant, il faut verser le dividende de la société à la succession de bonnes, puis on va arriver à notre troisième niveau qui est le dividende imposable. Alors, la compagnie a payé son impôt et voici ce qui reste. 5 millions moins 668 000 d'impôts. On a 4,3 millions de liquidité pour payer le dividende à la succession, moins notre crédit au CDC de 666 000. Ça va laisser un dividende imposable de 3 665 000 et si on présume un taux d'impôt de 48,7 on va arriver à un impôt sur le dividende de 1 785 000. Vous voyez comme moi que ça fait beaucoup d'impôts. Alors, on va avoir sorti l'argent, on va payer l'impôt final de base, mais quand on récapitule toutes les étapes, on voit que c'est vraiment significatif. Alors, on l'a vu, le premier niveau, qui est la disposition présumée, déclenche 1 754 000 d'impôts. La gestion va devoir payer 666 000 à son tour, puis on va avoir un dividende imposable d'1 785 000. Ça fait un total de 4,2 millions d'impôts sur une valeur de 5 millions. C'est sûr qu'il y a la question de l'IMRTD qui va venir atténuer ça un peu, là, mais en moyenne, là, quand on fait les analyses de nos clients, on tourne autour là, de 70-72 d'impôts si rien n'est planifié. C'est vraiment, euh, c'est vraiment méconnu, puis c'est important de savoir ces notions-là. Fait qu'on voit qu'ici, là, sans l'IMRTD, on a un taux effectif de 84. Et comme je vous disais, avec l'IMRTD, on se retrouve à 72, 74, 75, ça dépend. Alors, est-ce qu'il existe des solutions pour minimiser les impôts au décès? Oui, il y en a. Il y a deux techniques post-mortem qui sont utilisées au Canada pour essayer de réduire la facture. Les deux principales stratégies s'appellent la stratégie du rachat et report de perte, qui est un 164.6 communément appelé dans le milieu fiscal.
je vous expliquerai pas toutes les étapes parce que ça prendrait un autre 2 heures de présentation, mais essentiellement, ce que vous devez retenir, c'est que on a l'impôt sur le gain en capital, l'impôt sur le dividende, et cette stratégie-là vise à éliminer l'impôt sur le gain en capital pour ne garder que l'impôt sur le dividende. Là, vous allez me dire, ben, pourquoi je voudrais garder l'impôt sur le dividende? C'est plus cher que payer l'impôt sur le gain en capital, oui, mais ça dépend toujours des particularités de la société au moment où le décès arrive. Donc, si on a un crédit important au compte de dividendes en capital ou si on a un solde des MRTD important, peut-être que c'est la meilleure stratégie à apporter parce qu'on va être capable de récupérer les MRTD puis d'utiliser le CDC. Fait qu'au final, ça va peut-être revenir encore moins cher que notre gain en capital. La stratégie du pipeline, quant à elle, c'est l'inverse. C'est une série d'opérations qui va viser à éliminer l'impôt sur le dividende et garder seulement l'impôt sur le gain en capital. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Les fiscalistes vont décider au moment où le décès survient, quelles sont les conditions de la compagnie, quelles sont les particularités et décider laquelle des deux va être la meilleure. Puis des fois, on fait un peu des deux. C'est vraiment au cas par cas. Au niveau de la stratégie du pipeline, il y a un petit bémol, c'est que toute cette série d'opérations-là doit être complétée dans l'année suivante le décès et être approuvée à l'avance par l'ARC pour être acceptée. Si on dépasse ce délai-là, automatiquement, on n'aura pas accès à la stratégie du pipeline, puis on va retomber avec la stratégie de rachat et report de perte. Donc ça, c'est les deux techniques les plus utilisées par les fiscalistes. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait aussi améliorer la situation en remplacement ou en combinaison avec ces deux stratégies-là? Eh bien oui, et c'est là que vous allez être surpris d'apprendre que l'assurance vie est un outil extrêmement efficace pour arriver à diminuer les 3 niveaux d'impôt au décès. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec Bob s'il y avait une assurance vie. Fait qu'on a vu tantôt que son gain en capital au niveau 1 est à peu près 1 750 000. Fait que qu'est-ce qui arrive si Bob est assuré pour 1 750 000 et que la police est détenue dans sa compagnie de gestion? Bien, ce qui arrive, c'est que l'assurance vie est admissible au compte de dividendes en capital. Dans le dernier budget, ce qu'on est venu dire, c'est que le taux d'inclusion au compte de dividendes en capital est devenu 33 %. Mais ça s'applique aux revenus de placement. Ce n'est pas applicable à l'assurance vie. L'assurance vie, ce qui peut être qualifié au niveau du compte de dividendes en capital, c'est le capital d'essai moins le coût de base rajusté de la police. Tout ça s'en va dans le CDC, puis ce n'est pas affecté par le 33 %. La formule au niveau de l'assurance vie n'a pas changé dans le dernier budget. Alors, quand on parle de coût de base rajusté d'une police, c'est les coûts nets d'assurance pure. Et quand on regarde au fil des années dans un chiffrier, je vais vous le montrer tantôt, souvent à l'espérance de vie, si quelqu'un meurt à l'âge normal prévu par les tables de mortalité, plus souvent qu'autrement, le coût de base rajusté de la police est 0. Donc, la totalité du capital d'essai peut être sortie par le compte de dividendes en capital. Et ça fait une drôle de différence plutôt que sortir des placements. Alors, c'est ça la raison pourquoi les gens fortunés considèrent l'assurance vie, parce qu'une fois qu'ils comprennent le mécanisme fiscal attaché à ça, ben, c'est facile à comprendre que c'est un outil extrêmement puissant. Alors, on va regarder une assurance toute simple pour Bob. On va dire, il s'assure pour 1 750 000 et c'est un produit avec une prime garantie jusqu'à 100 ans. Le capital d'essai varie très peu et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça crée au niveau de la prestation de décès.
Alors, le coût pour une assurance d'1 750 000 pour un homme de 60 ans non-fumeur, c'est environ 41 000 par année. Et on voit ici que notre coût de base ajusté va augmenter au fil des années, mais à mesure qu'il va vieillir, ce fameux coût de base rajusté-là va se mettre à redescendre. Alors, on va présumer que Bob va décéder à 85 ans. Le capital d'essai va être d'1 770 000 s'il décède cette année-là. Et son coût de base rajusté va être de 296 000. C'est-à-dire que 1 770 moins 296 000, il y aura 1 474 000 qui va être admissible au CDC. Donc, ça sort libre d'impôt. La différence, donc l'équivalent de notre coût de base ajusté, va sortir, mais comme un dividende imposable. Donc, si on présume 48,7 d'impôt sur ce montant-là, ça veut dire qu'on va avoir une valeur nette pour la succession de 1 657 000 Le taux de rendement interne, ce que ça veut dire, c'est j'ai payé 41 000 par année de 60 à 85 ans, donc pendant 25 ans, et je récolte 1 657 000 net après impôt. Ben, notre taux de rendement interne vient nous dire si je plaçais les mêmes 41 000 dans un placement sur 25 ans, il faudrait que mon placement génère 3,49 net après impôt pendant 25 ans, donc 7 pour arriver au même résultat. Fait qu'on voit ici que c'est très intéressant à cause de la question du compte de dividende en capital. Si on compare avec un placement traditionnel en revenu fixe, donc une obligation qui génère 5 ben on voit que cette obligation-là, au décès, n'est pas admissible au CDC. On voit il n'y en a pas de crédit au compte de dividende en capital. Donc, si on veut sortir le compte de placement au moment du décès, ben, il faudrait le traiter comme un dividende imposable et il resterait 1 50 000, à la succession, alors que du côté de notre assurance vie, on a 1 757 000 net après impôt. Alors, c'est ça qui fait que même si on peut s'auto-assurer parce qu'on a beaucoup de liquidités, le mécanisme de sortir les fonds à la fin fait que c'est très intéressant d'avoir une assurance vie à cause de cette particularité-là d'être qualifié presque à 100 dans le compte de dividende en capital. Alors, si on regarde sous forme de graphique, la valeur nette de la succession avec l'assurance vie, c'est notre ligne bleue. Fait qu'on voit que dans l'exemple, il faudrait que c'est juste à partir d'à peu près 95 ans que le placement traditionnel va devenir meilleur que notre assurance vie. Et la raison qui explique ça, c'est qu'on a choisi ici une assurance vie qui est toujours égale à 1 757 000. Mais on peut faire encore mieux que ça. L'assurance vie, c'est aussi un véhicule qui nous permet d'accumuler à l'abri de l'impôt. Alors, tantôt, on a vu qu'une prime minimum, c'est 41 000 par année. Mais la loi de l'impôt nous dit, vous n'êtes pas obligé de payer le minimum à chaque année. Si vous voulez payer votre police en 20 ans, en 10 ans, vous avez le droit d'en mettre plus. Il y a des formules qui existent, qui sont dictées par la loi de l'impôt, qui nous disent le plafond maximum pour chaque client, vertu de son âge, du montant d'assurance acheté, etc. Mais toute l'accumulation qu'on vient mettre en surplus va pouvoir croître à l'abri de l'impôt. Et au décès, va aussi être payable à l'abri de l'impôt et va être admissible à notre CDC. Alors, c'est une alternative au CELI pour les sociétés de gestion. On sait que les sociétés de gestion, ils n'ont pas de droit au CELI ni au REER.
Puis on a vu tantôt que le taux d'impôt sur les revenus passifs est 50,17 dès le premier dollar. Donc, tant qu'à faire, si on a des liquidités excédentaires qu'on n'a pas besoin pour vivre à tous les jours, puis que ça va être transmis à nos héritiers à notre décès, ben, on peut considérer de provisionner le compte à l'abri de l'impôt qui existe dans une police d'assurance vie pour profiter de cet abri fiscal-là qui est en supplément. Alors, on va reprendre notre exemple de bol, puis on va dire, on va changer notre stratégie de paiement. Au lieu de payer 41 000 par année jusqu'au décès, il va maximiser à chaque année ce qu'il a le droit de déposer dans son compte libre d'impôt à l'intérieur de la police. Alors, la loi d'impôt vient nous dire, si on s'assure pour 1 754 000 à 60 ans en tant qu'homme non-fumeur, on a le droit de déposer 144 000 par année. Puis on va le faire pendant 10 ans. On pourrait continuer plus longtemps. On va arrêter ça à 10 ans parce que c'est suffisant. Et là, on va voir deux choses. La première chose, c'est que on va avoir une valeur de rachat qu'on n'avait pas au début. Et ça, c'est un compte qui fait partie du bilan de la société, qui est admissible, qui est accessible, pardon, si jamais Bob a besoin de l'argent qu'il croit dans sa police d'assurance. Il peut le faire sous forme d'emprunt. On n'ira pas là aujourd'hui en détail, mais sachez que après 5 ans, il est déjà au point en anglais, on dit au break-even. Puis après 10 ans, il y a plus d'argent dans la valeur de rachat que, que ce qui a été déposé au total. Et ça va se transformer en assurance libérée additionnelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque année, avec les profits que le compte de placement génère, on va aller acheter plus d'assurance et ça va bonifier la succession. On va aller dans l'autre page. Puis on Yanni, va... juste pour préciser, là, quand on dit ici que le compte de placement génère, là, c'est vraiment à l'intérieur de l'assurance vie que les placements sont faits puis sont générés. Parce que les termes, des fois, peuvent être un peu mélangeants, là. Donc, c'est pas le compte de placement de la gestion, par exemple. Là, c'est vraiment à même l'assurance vie, la compagnie d'assurance fait des placements. Et voilà. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la valeur de rachat de la police d'assurance. Puis, quand on fait les états financiers de la compagnie, on inscrit qu'on a payé une prime d'assurance, mais la valeur de rachat va faire partie du bilan de l'entreprise, puis tu vas avoir ton compte de placement régulier à côté qui va aussi apparaître dans le bilan. Fait que les deux vont s'additionner. Ça devient un nouvel actif pour la compagnie de gestion. Ouais. Ça devient une nouvelle catégorie d'actifs. Alors, on va faire décéder notre Bob à 85 ans, comme tantôt. Alors, on voit qu'il a payé ses primes pendant 10 ans. Il a terminé de payer. Au moment du décès, à 85 ans, on a 3 352 000 de capital décès et on voit que notre coût de base est 404 000, donc il y a 2,9 millions admissibles au CDC. L'excédent va être imposé comme un dividende, donc ça va créer une valeur successorale nette de 3 655 000 pour sa succession. Et on voit ici là, que s'il vit jusqu'à 90 ans, ben là, ça va être 100% du capital d'essai qui serait admissible au CDC. Évidemment, on ne choisit pas l'année où on va, mais c'est pour vous démontrer qu'effectivement, il arrive un moment où notre CDC est effectivement zéro. En comparaison, si on place nos 144 000 dans un compte de placement ordinaire, alors on voit qu'au décès, à 85 ans, il y a 2,5 millions de... Si on investit dans une obligation à 5 là, et qu'on ne fait pas l'assurance vie, ben, ça vaudrait 2 529 000. Et là, on n'aurait pas de CDC. On aurait de l'IMRTD qu'on récupérerait, qui ferait un dividende imposable de 3 194 et si c'est imposé à 48 ce qui est généralement le cas, ben, la succession aurait net 1 638 000
par rapport à notre assurance vie qui, elle, aurait généré 3,1 millions. Fait que c'est vraiment, quand on présente ça aux clients, ben, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est simplement des mécanismes fiscaux qui fait qu'on a une utilisation plus efficiente de notre argent. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à le considérer, parce que c'est vraiment efficace. Alors, on retourne à notre graphique. Alors, on voit ici que dans ce contexte-là, parce qu'on a vraiment maximisé l'épargne à l'abri de l'impôt, puis qu'on a maximisé l'accessibilité à notre compte de dividendes en capital, ben, l'assurance vie va toujours surpasser ce qu'un placement traditionnel va faire. Puis, vous allez me dire, oui, mais je pourrais investir dans des actions, puis avoir du compte de dividende en capital à 33 sur mes actions. C'est vrai. Mais on aime comparer avec un revenu fixe pour la simple et bonne raison que les placements qui sont faits à l'intérieur de la compagnie d'assurance vie sont extrêmement conservateurs. Donc, si on veut comparer des pommes avec des pommes, dire en termes de degré de risque, l'assurance vie entière va se comparer à un revenu fixe et non pas à un portefeuille d'actions traditionnel. Au niveau des gens plus âgés, là, on a vu que notre client avait 60 ans. Et souvent, la question m'est posée, jusqu'à quel âge ça fonctionne? Alors, on peut assurer les gens jusqu'à 85 ans. Et je vais vous montrer ici un exemple. C'est un cas réel qu'on a fait dernièrement où la cliente était plus âgée. Puis vous allez voir avec moi que ça fonctionne encore très, très bien et que cette assurance vie permanente-là est vraiment un bon outil là, pour arriver à extraire le plus possible d'une compagnie tout en limitant l'impact fiscal. Alors, on a une cliente qui s'appelle Caroline, qui a 72 ans, qui est en bonne santé, non fumeuse. Elle possède des actions d'une société de gestion pour 1 600 000. Caroline n'aura jamais besoin de ces fonds-là pour sa retraite parce qu'elle a beaucoup d'autres actifs ailleurs au niveau personnel. Fait que c'est sûr que cet argent-là, là, elle n'a pas besoin de le dépenser de son vivant et ça va aller à ses enfants au décès. Alors, le but, c'est de maximiser la succession pour les héritiers. Puis encore une fois, on va aller voir ce que ça donne au niveau d'utilisation d'une vie entière pour extraire le plus possible de la compagnie en allant chercher le fonds de dividende en capital le plus important possible. Alors, comme il y a 1,6 million dans sa gestion qui n'est pas utilisé, on va venir investir 150 000 par année pour les 10 prochaines années dans la gestion. Alors, pourquoi la gestion est propriétaire du contrat? J'en ai pas parlé tantôt, mais je pense que c'est un bon moment pour le faire. C'est la gestion qui va être propriétaire, bénéficiaire et payeur du contrat parce qu'on utilise les fonds de la gestion pour provisionner la police. Et en le faisant de cette manière-là, ça ne sera jamais un avantage imposable à l'actionnaire. Des fois, on voit des cas où la compagnie de gestion est propriétaire d'une police, on met les enfants bénéficiaires. Il ne faut pas faire ça. Parce que si on fait ça, ça devient un avantage imposable à l'actionnaire. Pas que Caroline reçoive un reçu d'impôt pour 150 000 par année. Donc, la compagnie souscrit le contrat, elle en est le bénéficiaire, puis elle paye la prime et au moment du décès, l'argent va arriver de la compagnie d'assurance à la société de gestion, libre d'impôt, et ensuite la société de gestion va calculer c'est quoi mon crédit au compte de dividende en capital, puis on va être capable de sortir l'argent et éventuellement, ça va atterrir dans les mains des bénéficiaires ultimes qu'on a prévus, soit les enfants. Alors, dans notre exemple ici, si on veut rentrer 150 000 par année en franchise d'impôt dans le contrat d'assurance, on a besoin d'acheter 1 338 540 d'assurance sur la vie de Caroline. Et on va présumer qu'on compare ça, encore une fois, à un placement qui génère du revenu d'intérêt à 5 %.
Alors, les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Alors, ici, on nous dit que l'espérance de vie présumée selon les tables de mortalité, c'est 18 ans. Donc, Caroline, qui a 72 ans, devrait décéder, selon les tables, à 90 ans. Plus on vit longtemps, plus notre espérance de vie s'allonge. Fait que c'est pour ça que même si l'espérance de vie globale pour une femme au Canada est 81 ans, ben, comme elle est déjà rendue à 72, elle a eu une grande partie de sa vie, elle est toujours en santé, donc cette espérance de vie-là, ça. Alors, en rentrant nos 150 000 par année pendant 10 ans, on va avoir un capital d'essai de 2,7 millions, duquel 2 33 000 va sortir par le compte de dividendes en capital et le 700 000 excédent va être un dividende imposable pour un total de 2 416 000 net à la succession. Si on investit nos 150 000 dans notre placement traditionnel à 5 parce qu'il n'y a pas de CDC, on va seulement qu'avoir 1 263 000 net à la succession. Donc, c'est vraiment probable comme calcul. On a notre graphique ici encore. Alors, on voit que peu importe l'année du décès, l'autre placement n'a jamais à surpasser ce que l'assurance vie va générer, tout simplement parce que la question du CDC est fondamentale. Euh, je veux revenir un petit peu en arrière parce que tantôt on a parlé des techniques post-mortem. Je pense même que je vais retourner à cette diapo-là, ici. Euh, S'il y a des fins connaisseurs qui assistent à la présentation, ils vont dire, ah, il peut y avoir une certaine limitation à ce qu'on peut sortir d'assurance vie par le CDC si on utilise la stratégie du rachat et du rapport de perte. C'est vrai. Quand je vous dis la police est presque totalement admissible au CDC, c'est toujours vrai. Ça ne change pas. Mais quand on utilise une de ces deux stratégies-là, il est possible qu'au moment de faire la stratégie pour l'impôt du défunt, qu'on soit limité dans le pourcentage de l'assurance vie qu'on peut sortir pour appliquer cette stratégie-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on sort, mettons qu'on sort 33 de l'assurance vie pour appliquer la stratégie de report de perte, ben, la balance du CDC qui a été créée n'est pas perdue. Elle va rester dans les livres de la compagnie et quand les héritiers vont obtenir les actions après que la succession soit réglée, bien, tout ce qui reste dans le CDC, eux, ils vont pouvoir aller le chercher. Donc, il n'y a rien de perdu au niveau de ce qu'on a créé comme compte de dividendes en capital par l'assurance vie, ce qui n'est pas le cas dans le reste des autres placements. Je sais que c'est un peu technique, là, mais souvent, j'ai ce commentaire-là après ma présentation pour me dire, ah oui, mais parce que c'est des stratégies très complexes, puis il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, mais sachez que ce qu'on a créé comme compte de dividendes en capital, on va retourner à la fin, là, ici. Qu'on a créé ici, là, peu importe le moment où ça sort, que ça sorte en une tranche ou en deux tranches, la totalité va sortir. C'est juste question de à quel moment, mais ça ne sera jamais perdu, alors que de l'autre côté, on n'en a tout simplement pas. Je pense que pour les clients, c'est important de considérer ça. Alors, si on résume pour Caroline, euh, des deux côtés, on a le même investissement. On investit 1,5 million au total. Dans le placement traditionnel, à l'année du décès, il y a 2 96 000 dans le compte de placement. Et à cause du fait qu'on n'a pas de compte de dividende en capital, la succession aura un bénéfice net de 1 263 000 après que toutes les opérations fiscales soient faites. Au niveau de l'assurance vie,
on va avoir un capital d'essai de 2,7 millions, presque 2,8. Et parce que la grande majorité va être admissible au CDC, on va pouvoir extraire 2 416 000. C'est pratiquement du simple au double dans cet exemple. Fait qu'on voit qu'on a une amélioration de 91 du bénéfice net à la succession. Ça se traduit dans un taux de rendement équivalent avant impôt de 9,22 Donc, réussir à générer 9,22 par année pendant, pendant 18 ans sans risque, c'est assez difficile. Corrige-moi, Corinne, si je me trompe, mais je suis pas spécialiste en placement, mais on, on, on peut difficilement arriver à ces résultats-là sans prendre de risque. Effectivement. Alors, au niveau de l'assurance vie permanente, il y a des différences de produits. Alors, euh, au niveau de l'assurance vie universelle, euh, qui est un produit où le client choisit lui-même ses placements, il y a beaucoup moins de stabilité. Quand on choisit une assurance vie permanente, c'est pas le client qui choisit ses placements, c'est la compagnie d'assurance qui fait elle-même la gestion des placements et ils sont des investisseurs institutionnels. Euh, ils sont des spécialistes, donc les rendements historiques sont très, très stables. Ça joue autour de 5 à 6,5 euh, de taux de rendement actuellement. Je le répète, la croissance est en franchise d'impôt. Et sur 30 ans, on a un écart type de plus ou moins 1% par en haut, par en bas, par rapport à notre rendement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas avoir un rendement négatif dans ce produit-là parce qu'il y a une valeur de rachat garantie minimum dans le contrat qui, généralement, là, se situe autour de 2. Donc, si on regarde la colonne valeur de rachat garantie, il y a toujours un chiffre. Et historiquement, au Canada, depuis que les compagnies d'assurance existent, c'est jamais qu'une compagnie d'assurance ne déclare pas au minimum la valeur de rachat garantie à chaque année. Donc, c'est un produit où on peut dormir sur ses deux oreilles, là. Des baisses de 20 c'est pas là que ça va se produire, ça va être dans votre compte de placement régulier. La valeur de rachat est accessible en tout temps par billet de retrait, d'emprunt ou de mise en collatéral contre une marge de crédit. Alors ça, c'est un autre sujet de présentation, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on met dedans n'est pas perdu si jamais de notre vivant, pour une raison ou pour une autre, on a besoin d'avoir accès à l'argent, ben, c'est possible là, d'aller le chercher. Oui, Annie, donc on a une question de quelqu'un qui nous écoute. Ben, Oui. premièrement, c'est un commentaire là, qui dit très, très intéressant. Je vais réécouter la présentation pour bien l'assimiler. Et la question qui suit est, voyez-vous un avantage à créer une fiducie familiale versus l'assurance vie comme outil de transfert du patrimoine? Alors, on fait ça en conjonction parce que quand on crée une fiducie familiale, le propriétaire original va toujours avoir un montant d'action qui va avoir une valeur. Alors, quand on crée une fiducie familiale, si notre compagnie, on va reprendre notre exemple, si notre compagnie vaut 5 millions et que là, je crée une fiducie familiale, la plus-value future va être payable aux différents bénéficiaires de la fiducie et c'est eux qui vont supporter le passif fiscal en proportion. Mais le 5 millions original que le propriétaire détenait, ça lui reste à son nom à lui. Donc, à son décès, on appelle ça le vieux gagné, là, la valeur existante avant la création de la fiducie va être attribuée à cet actionnaire-là à son décès. J'ai oublié de dire, on peut par contre faire un roulement au conjoint survivant. Donc, il est toujours possible dans notre testament de dire mes actions à mon décès, je les roule à mon conjoint ou ma conjointe. Donc, on ne paye pas d'impôt au premier décès, on le reporte au deuxième décès. Mais au deuxième décès, là, quand le dernier conjoint meurt, là, il n'y a pas de roulement possible aux enfants. Donc, l'impôt, la disposition va s'appliquer
à ce moment-là. Mais oui, on peut faire les deux en conjonction parce on veut créer du CDC au moment du décès du fondateur original. Puis ensuite, les enfants vont pouvoir prendre la plus-value future. Puis éventuellement, il faut qu'on assure les enfants aussi à leur tour parce qu'eux aussi vont supporter un passif fiscal là, dans le futur. Merci Annie. Puis en parlant justement de quand on fait un roulement au conjoint, puis c'est vraiment au deuxième décès qu'il y a un impact fiscal, pourrais-tu peut-être expliquer que c'est possible d'assurer la deuxième personne, en fait, qui décède? Alors, à ce moment-là, quand on sait que ça va être le cas, qu'il va y avoir un roulement, au lieu de mettre l'assurance sur une vie seulement, on va assurer les deux conjoints. On appelle ça conjoint au dernier décès. Puis ce qui est intéressant, c'est que statistiquement, c'est plus long avoir deux décès que juste un. Donc, ça vient réduire la prime d'assurance parce que ça se traduit dans un âge plus faible, moins élevé euh, pour le couple et le coût d'assurance est basé sur cet âge moins élevé-là. Donc, ça augmente encore plus le, le rendement de notre police parce qu'on va avoir des meilleurs chiffres à la fin. Donc, dès qu'on sait qu'il y a un roulement, puis qu'il y a deux conjoints, on va le faire sur cette base-là. Puis aussi, en termes médicaux, s'il y a des petits problèmes, ben, assurer deux personnes, c'est toujours plus facile qu'en assurer une seule. Fait que ça nous donne aussi plus de latitude, de flexibilité quand on négocie notre propre assurance. Alors, merci beaucoup, Annie. On va peut-être laisser une dernière minute pour s'il y a des gens qui ont d'autres questions. Moi, quelque chose que je remarque là, quand on monte les graphiques, c'est aussi que, bien évidemment, on planifie pour euh, du long terme. Là. Idéalement, on souhaite que tout le monde décède le plus tard possible. Mais en souscrivant une assurance vie, on vient quand même mitiger un petit peu le timing du décès, si je peux dire ça comme ça. Là. Tu me corrigeras, Annie, mais Ouais. donc, si on dit, par exemple, qu'on va payer l'assurance vie sur 10 ans, puis qu'on décède au bout de 2 ans, là, il arrive quelque chose, ben, c'est un rendement, c'est dommage, mais ça vient compenser le fait que, bon, tu sais, les placements auraient accumulé au fil du temps, mais là, l'assurance vie est comme d'autant plus payante parce qu'on n'a presque pas payé de prime, mais on reçoit un gros montant, là, de capital d'essai. Ben oui, parce que dès qu'on a payé notre première prime, on est assuré pour le plein montant. Donc, s'il arrive un malheur, la compagnie d'assurance va verser le montant complet. Et le seul moment où la compagnie ne payera pas, c'est s'il y a un suicide dans les 2 premières années du contrat ou s'il y a une fausse déclaration. Mais là, il faut vraiment que ça soit évident. Je suis allée voir les statistiques euh, pour la financière Manuvie, combien de réclamations ils ont payé l'année passée. Ils ont payé 17 000 réclamations de décès l'année passée, puis ils ont refusé 16 dossiers seulement, puis c'était principalement des suicides à l'intérieur de 2 ans. Fait, Hmm. fait que c'est vraiment. Ils sont en affaires pour payer les réclamations et non pas les refuser. L'autre chose aussi que je voulais dire au niveau du timing, euh, je trouve ça intéressant que tu soulèves ça parce que souvent aussi, l'assurance vie, c'est le produit qui va amener la liquidité le plus rapidement dans la succession. Quand on doit régler une succession, puis si notre portefeuille de placement, on se donne à mourir dans une mauvaise période pour les marchés, puis que les placements ont perdu beaucoup de valeur, ben oui, on va payer moins d'impôts, mais c'est pas intéressant de vendre quand ça a perdu de la valeur. Ou encore pire, quand on a beaucoup d'immeubles et que c'est pas liquide, puis que là, il faut vendre, ben c'est pas toujours évident qu'on va avoir le meilleur prix, puis que ça va se faire dans des délais assez court pour ne pas avoir de pénalité d'impôt, pour payer notre impôt dans les 6 mois du décès. Donc, ça amène de la liquidité immédiate, puis c'est un autre bénéfice qui n'est pas à négliger parce que généralement, en 30 jours, on reçoit l'argent, puis ça aide beaucoup au niveau du règlement de la succession. Oui, c'est un excellent point, ça. La rapidité de la liquidité, là, c'est vraiment important quand quelqu'un décède. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas d'autres questions. Alors,
avais-tu autre chose à ajouter, Annie, ou on Je pense que ça fait le tour. Fait peut que faire le mot de la fin? c'est ça. Euh, donc, merci beaucoup. Je pense que c'était très intéressant. La plupart des entrepreneurs là, à qui nous on parle ne sont pas conscients de cette possibilité d'avoir une triple imposition et ça devient une mauvaise surprise là, si on n'a pas pris le temps d'en parler et de le planifier au fur et à mesure. On peut planifier une vente d'entreprise à l'avance, mais un décès, malheureusement, des fois, ça arrive du jour au lendemain. Donc, c'est important de le faire plus tôt que tard, disons ça comme ça. Je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et on va partager l'enregistrement d'ici la fin novembre là, sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook et Twitter, maintenant X. Et on l'envoie aussi aux clients là, par courriel. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, vous voulez faire des rencontres, ben Annie et moi, on est disponibles. Là, vous pouvez nous communiquer avec nous. Et je finis par vous remercier d'avoir été là puis d'avoir posé des questions. Là, c'est très apprécié. Alors, merci beaucoup, Annie. Merci. Et on vous revoit, on vous revoit pour le prochain webinaire le mercredi sur le rôle du liquidateur. Alors, on continue dans le thème des successions. Bonne journée, merci. Bonne journée.